Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Adam, je suis en classe de 4e 3 au Collège Bel Air à Mulhouse. Nous sommes mardi 30 mai 2023 en direct du studio d'enregistrement de l'émission Radio Addiction au Collège Bel Air. Je vais vous présenter un podcast avec mon ami Romain, que je laisse se présenter. Eh bien, le bonjour à tous, je me présente Romain Tuet, élève en 4e dans la même classe et le même collège qu'Adam. La classe de 4e 3 a décidé de réaliser un podcast sur l'addiction. Au sommaire de ce podcast, nous commencerons par l'addiction au travail, suivi de son pire ennemi, l'addiction aux jeux vidéo et aux écrans. On continuera avec l'addiction peut-être méconnue, cela à l'alimentation, puis l'addiction aux drogues. Pour évoquer tous ces sujets, nous avons invité de nombreux spécialistes qui vont nous éclairer. Vinciane, qui travaille au CAP, Association de prévention et soins addictologie à Mulhouse. Pascal Mulop, principal adjoint au Collège Bel Air. Valérie Brasse, ingénieure informatique et joueuse. Lise Herman, étudiante en Master 2 neurosciences à l'Université de Strasbourg. Esther, doctorante et neurosciences au Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg. Amélie, psychologue au CSAPA, Centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie. Jamila Christ, infirmière. Qu'est-ce qu'une addiction pour moi? Une addiction, c'est quand on ne peut plus se passer d'une chose, mais approfondissons la question si vous le voulez bien. L'Institut national de santé et de recherche médicale propose cette définition. L'addiction est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d'un produit, tabac, alcool, drogue, ou la pratique anormalement excessive d'un comportement qui conduit à une perte de contrôle du niveau de consommation pratique, une modification de l'équilibre émotionnel, de tout ordre médical. Addiction au travail. Le travail, peut-on y être accro? Nous allons poser la question à notre première invitée, Vinciane Barbero, qui travaille au CAP à Mulhouse. Et nous reviendrons avec Pascal Mulopt, principal adjoint du Collège Bel Air. Mais avant, écoutons un micro-trottoir qui adore l'addiction sous plusieurs formes. Bonjour, je m'appelle Adam et je fais un podcast pour un cadre scolaire. D'accord. Et c'est possible de vous interviewer. Qu'est-ce que vous pensez de l'addiction aux écrans? C'est pas bien parce que l'addiction, elle ramène des mauvaises choses. Déjà la dépression et même, c'est-à-dire l'élève, il reste pas concentré chez les études, il se réveille pas le matin. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire c'est des trucs négatifs que positifs. Ok, merci. C'est mon avis, voilà. Et le sport, c'est bien. Pour vous, c'est quoi l'addiction aux jeux vidéo? C'est jouer plus de 4 heures d'affilée. Déjà, je pense que les jeux vidéo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont des aspects extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'un joueur de jeux vidéo peut gérer tout un tas d'informations très différentes qui viennent de partout et il arrive à tenir compte uniquement des infos essentielles. Et ça s'apprend en faisant des jeux vidéo. Et donc, les jeux vidéo servent à des choses intéressantes. Et on peut apprendre des choses avec les jeux vidéo qu'on n'apprendra pas autrement. Qu'est-ce que vous pensez de l'addiction au travail? Quel travail? Scolaire? Ou bien Professionnel? professionnel? Moi, personnellement, j'ai jamais été addict au travail et je pense pas que ça devrait être une addiction. Parce que le travail, ça devrait avant tout être une passion, quelque chose qu'on aime faire. Et ça devrait pas en fait tourner à une addiction. Parce que l'addiction, forcément, après, tu as des côtés négatifs. Ça fait qu'après, en fait, tu voudras toujours faire plus. Et après, ta santé mentale, tout ça, ça va pas forcément coller avec le travail. C'est-à-dire quel genre d'addiction au travail? Enfin, ça se manifeste comment? Alors là, je sais pas. Je sais vraiment pas du tout. Voilà, je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler d'addiction au travail, donc je sais pas du tout.
Oui, l'addiction du travail, ça existe. Je pense ça peut exister dès le plus jeune âge, dans le système avec le principe des notes et tout. Et le fait qu'on soit que rapporté à ça et tout, ça peut provoquer chez certaines personnes, chez certains élèves, à ne penser qu'à ça et être complètement addict au travail, oui. Vous venez d'entendre un micro-trottoir qui a été réalisé à Mulhouse en mars 2023. Commençons tout d'abord par le groupe qui a travaillé sur l'addiction au travail. L'addiction au travail est une question difficile à traiter. Voici comment mes camarades de classe, Chanel, Satori, Maë, présentent le sujet. L'addiction au travail, c'est une maladie de la dépendance qui repose sur une addiction à un comportement et non à une substance. C'est le sujet sur lequel on travaille avec Chanel, Satori et Maë. Une personne addicte au travail est une personne qui a une relation fusionnelle avec son travail où le temps passé est disproportionnel par rapport au travail normal d'un travailleur. C'est une personne qui travaille de trop, de manière excessive, au-delà de 48 heures par semaine. Cette addiction peut pousser à la dépression, voire au suicide. La personne addicte peut être stressée, angoissée, si son travail n'est pas fini. Pour parler addiction au travail, recevons notre première invitée, Vassiane Barbero, qui travaille au CAP, Association de prévention et soins en addictologie à Mulhouse. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Vinciane, je suis éducatrice spécialisée pour l'association Le Cap qui est également un XAPA, donc un centre de soins. Je travaille côté un petit peu soins avec les jeunes. On fait des consultations jeunes consommateurs pour des jeunes qui auraient des questions, qui auraient des problématiques par rapport aux écrans notamment ou à d'autres produits. Et également, je fais de la prévention en milieu scolaire. Donc, j'interviens dans le collège Bel Air et dans d'autres collèges avec des collègues, bien évidemment, pour parler de toutes les conduites addictives, donc avec ou sans produit. Vous en avez parlé pour le travail, donc ce sera plus une conduite addictive sans produit, forcément, pour échanger sous forme de débat, sous forme de différents ateliers. Et l'idée, c'est de pouvoir reculer, voire éviter une entrée dans une conduite addictive pour une bonne santé, pour les jeunes et pour les adultes aussi, parce qu'on rencontre aussi beaucoup d'adultes, dont les parents. D'accord, merci. Et en combien de temps détectons une addiction au travail ? Alors, la question des addictions est assez large, diverse, variée. Moi, du coup, je suis éducatrice et je bosse avec des médecins, des psychologues. Donc, on est vraiment une grande équipe. Donc, on a toutes et tous des avis un petit peu différents. L'addiction, on va reprendre par rapport à la définition. Donc, la définition, c'est une envie irrépressible de consommer une substance ou d'avoir un comportement compulsif. C'est-à-dire que on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer de quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'au départ, ça nous produit du plaisir. On est content, on est satisfait de le faire. Et la troisième chose, c'est écarter ou atténuer une sensation de malaise. Quand on n'est vraiment pas bien, l'idée, c'est qu'on va faire ce comportement pour se sentir mieux. Vous parliez du travail, et du coup, pour me sentir mieux, j'ai besoin de travailler plus, parce que sinon, ça ne va pas et je vais être anxieux, je vais vraiment pas être bien. On va continuer en dépit des conséquences que ça peut avoir sur notre santé. Donc, notre santé physique, donc peut-être la fatigue, par exemple, le sommeil. Si au travail, je dors moins, je m'alimente moins. Là, on voit que ça a un impact. Ma santé aussi sociale, si je sors moins, si j'ai moins d'amis, si mon travail, c'est la seule priorité. Et la santé mentale, qui est très importante, dont on a beaucoup parlé en ce moment. Tout ce qui est de l'ordre du psychologique, émotionnel, vous en avez un petit peu parlé aussi. Donc, il n'y a pas de limite. C'est vraiment quand on voit que ça a un impact sur un des trois aspects, au moins un des trois aspects de la santé, c'est que du coup, il peut y avoir une problématique. Et dès lors que c'est une addiction, c'est que du coup, en gros, si on ne fait pas ce comportement, il y a souffrance derrière. On se sent vraiment pas bien. Et derrière, c'est ce que disait votre camarade, il va y avoir des impacts vraiment au niveau de l'humeur, au niveau émotionnel, etc. Donc, comme les jeux, il n'y a pas de limite ou vraiment de choses où on peut dire à partir de quel moment on est dans une addiction. C'est plus ces trois aspects-là au niveau de la santé
qu'on va bien détecter si une personne est dans une problématique. Et après, l'addiction, c'est quand on peut vraiment, vraiment pas s'en passer du tout et qu'il y a des signes derrière de manque. Comment entamer une étape de guérison à une addiction au travail? Alors, donc nous, on est un centre de soins, du coup, équipe pluridisciplinaire. Donc, je dirais déjà pouvoir reconnaître qu'il y a une problématique. Ça, c'est la première chose. Et il y a plusieurs solutions. C'est soit se faire aider par des centres de soins tels que les nôtres ou des psychologues en libéral et avoir un suivi médico-social. Donc, médico-social, le côté médical. Peut-être que des fois, il y a besoin d'un traitement. Peut-être que des fois, il y a besoin de voir un peu plus notre médecin de famille. Et le côté et l'aspect psychologique. Quand on disait la santé mentale, c'est vraiment important. Après, il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir aussi seules, par des activités autres que le travail, par des loisirs, par de la remise en question, par le fait peut-être de se détacher aussi un petit peu de l'activité qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Par la cuisine, par plein d'activités. Souvent, on en parle avec les jeunes. Qu'est-ce que vous aimez faire comme activité, comme loisir? Donc, c'est s'accrocher à quelque chose, un objectif et des choses qu'on apprécie, avec ou non un suivi médico-social. Faudra-t-il un soutien psychologique à quelqu'un souffrant d'une addiction au travail? Je pense que ça dépend le degré, entre guillemets, et de la personne. Il y en a qui arrivent très bien à prendre du recul, peut-être être arrêté à un moment donné, comme il y en a qui n'arrivent pas. Donc, chaque personne est différente, leur environnement est différent aussi. Donc, on préconise en tout cas qu'il y ait un suivi par un psychologue ou un professionnel de santé. Après, voilà, chaque personne est différente, donc ça va dépendre. Les proches sont-ils affectés par son comportement? Généralement, oui, il y a souvent un impact au niveau social, en fait, quand on parle de la santé un petit peu sociale, c'est l'entourage, c'est les amis, c'est la famille. Donc, il y aura un impact. Quand il y a une addiction, on constate qu'il y a un impact au niveau des personnes autour, tout à fait. Un dernier conseil aux collégiens? Alors, un dernier conseil aux collégiens, on travaille beaucoup les émotions, donc ce serait peut-être savoir reconnaître vos émotions, savoir les gérer pour faire face aux événements de la vie. Merci, Vinciane. Merci. Nous recevons également le principal adjoint du collège Bel Air, Pascal Mulop. Bonjour, monsieur. Monsieur Mulopt, bonjour, principal adjoint du collège. L'addiction au travail, comment on en arrive-t-on là? Alors, comment on arrive à l'addiction au travail? Alors, c'est assez compliqué puisque on a du travail qui est incompressible sur l'année scolaire et puis, voilà, on arrive à peu près à 54 heures de présence au collège dans la semaine, plus du temps de travail sur le week-end, des choses qu'on n'a pas terminées, qu'on ramène à la maison parce qu'il faut lire des arrêtés, des circulaires, des notes de service. Et après, effectivement, comment on en arrive là? C'est parce que tout simplement, c'est du temps qu'il faut consacrer aux élèves. Après, effectivement, il y a le phénomène réseau d'éducation prioritaire qui est aussi important. Mais c'est difficile de le réduire, clairement. En combien de temps détecte-t-on une addiction au travail? Je ne sais pas si on peut dire qu'on détecte l'addiction au travail. Je pense qu'à un moment, on est tellement dedans qu'on ne s'en rend plus compte. Ok, merci. Ou alors on s'en rend compte effectivement quand on rentre tard chez soi, que sa compagne nous fait la remarque et puis qu'on se rend compte que petit à petit, effectivement, ça devient de plus en plus prégnant et de plus en plus contraignant, quoi. Comment entamer une étape de guérison à une addiction au travail? Je cherche toujours la solution. Je ne l'ai pas. Ok. Faudra-t-il un soutien psychologique à quelqu'un souffrant d'une addiction au travail? Je pense en toute honnêteté que oui. Alors moi, je ne suis pas encore là-dedans pour le moment, mais c'est des choses effectivement qui m'ont déjà traversé l'esprit. Et puis, je suis invité régulièrement par ma compagne, effectivement, à y réfléchir, ouais, pour essayer de trouver une solution à comment réduire ce temps. Ouais. Vous considérez donc comme quelqu'un d'addict au travail? Je me considère clairement comme quelqu'un d'addict au travail, ouais.
Les proches sont-ils affectés par son comportement? Alors, actuellement, non, parce que j'ai un fils qui est très grand et qui fait des études, donc voilà, il est loin. Ma compagne a à peu près les mêmes horaires que moi, donc on s'y retrouve, hein. Moi, je suis au collège à 7h, je repars vers 19h. On a à peu près les mêmes horaires, donc il n'y a pas d'impact en fait sur ma vie familiale, si ce n'est que des fois, les week-ends, effectivement, quand je ramène du travail, ça a un impact, quoi. Un dernier conseil aux collégiens pour éviter l'addiction au travail? Aux collégiens, aucune idée. Je ne sais pas si les collégiens peuvent être addicts au travail, peut-être se mettre moins de pression, peut-être. Voilà, et puis se mettre moins de pression. Merci. D'accord, merci. Monsieur Mulopt. Pensez-vous que pour arrêter l'addiction au travail, il faudrait ralentir la charge de travail donnée? Alors, la ralentir, c'est assez compliqué parce que sur une journée, voilà, le matin, on arrive, il n'y a personne dans le collège, donc on peut travailler sur nos dossiers. Par contre, dès que les élèves arrivent, effectivement, là, il y a plein d'autres choses qui arrivent, professeurs, élèves, enfin, il y a plein de choses à gérer. Et puis, en fin de journée, quand les élèves s'en vont, on arrive de nouveau un petit peu à se concentrer sur son travail. Et puis là, on travaille jusqu'à 19h. Après, je ne sais pas trop comment, pour le moment, réduire ce temps. Je ne sais pas. Je réfléchis et pour le moment, je n'ai pas de solution. Eh ben, je vous conseille d'aller voir l'infirmière scolaire. Conseil d'amis. D'accord. Je pensais pas à l'infirmière scolaire, j'irais peut-être la voir. Voilà, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Pascal Mulopt, principale adjointe du Collège Bel Air. Adjoint, pardon. Addiction aux jeux vidéo et aux écrans. Lorsqu'une personne est addicte au travail, bien souvent, cela signifie trop de travail sur un ordinateur et donc trop d'écran. Une autre addiction aux écrans a émergé depuis quelques années, l'addiction aux jeux vidéo. Mais celle-ci, contrairement aux idées reçues, reste rare. Est-ce vrai, Vinciane Barbereux du CAP? Effectivement, l'addiction aux jeux vidéo a été considérée comme une addiction depuis quelques années. Donc, c'est un petit peu les mêmes critères que pour les drogues, la cigarette, l'alcool, etc. Donc, ça reste nocif parce que si ça a un impact sur la santé, comme on le disait tout à l'heure, la personne va faire que des jeux, va faire que des écrans. Et la problématique des écrans, c'est que ça a un impact sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le développement du cerveau chez les plus jeunes. Il y a des études qui sont en cours, sur la concentration aussi, sur la fatigue. On parlait du sommeil. Donc, c'est de plus en plus courant. On en parle aussi beaucoup plus. Et après, il faut aussi se dire que les écrans font partie de notre vie. Donc, c'est comment bien les utiliser. Donc, aujourd'hui, oui, on a un petit peu plus de personnes qui vont avoir des usages problématiques, pas forcément une addiction, mais des usages problématiques au niveau des écrans, où du coup, il y aura des impacts, un peu comme on disait au niveau du travail. Il y aura des impacts sur la santé. Si on parle de scolaire, ça peut se traduire par des absences, par de la fatigue, par du manque de concentration. Et si on parle pour les adultes au niveau du travail, en fait, on est toujours connecté. Et c'est ça le problème d'avoir des écrans chez nous, d'avoir la boîte mail professionnelle sur notre téléphone, par exemple. C'est que même quand on sort de notre lieu de travail, le boulot est encore chez nous à cause des écrans. Et on le voit aussi avec les élèves, parce qu'on utilise beaucoup plus les écrans aussi, même à la maison, même pour travailler. Donc, il faut trouver un équilibre. Est-ce que ça a un impact sur la famille, sur les proches? Si on est trop sur les écrans, bien évidemment, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas autre chose, on ne prend pas du temps avec sa famille, on ne prend pas du temps avec ses proches, parce qu'on fait que cette activité. Souvent, on dit dans les interventions en classe,
si un ami vous propose un jour de jouer, d'aller sortir, de jouer au foot, d'aller au cinéma, de faire une activité extérieure, alors bon, cinéma, c'est les écrans, mais voilà, une activité extérieure, et que vous leur répondez, bah non, je suis un petit peu fatiguée, et que finalement, bah, vous restez sur les jeux, que vous trouvez ce prétexte pour rester sur des jeux vidéo, là, on voit que c'est problématique parce que on sort en fait de notre cercle d'amis, et les amis, c'est quand même hyper important, l'entourage, la famille, et des temps aussi avec la famille. Souvent aussi, on a dans certains foyers, quand on mange par exemple, les écrans qui sont allumés. Et on est toujours un petit peu attiré par la télé, par le téléphone. Donc, ça ne crée pas un bon moment convivial en fait avec la famille. Donc, c'est là où oui, il peut y avoir un risque de cassure. C'est vrai que les jeux vidéo ou les écrans peuvent rendre agressifs ceux qui utilisent les jeux vidéo et les écrans. Eh ben, je retournerai la question aux jeunes. Mais oui, ça peut. En tout cas, ça peut changer le comportement. Il y a des jeux qui sont faits pour nous rendre accros. Il y a des jeux qui sont faits pour vraiment nous faire continuer de jouer, nous donner envie. Et dès qu'on arrête, en fait, ça devient compliqué. Et c'est pour ça que je vous parlais de gestion des émotions. C'est que si on me coupe le Wi-Fi demain, si on me coupe tous mes jeux, il faut que j'arrive à gérer aussi ça. Et une addiction, c'est comme ça qu'elle est traduite. C'est que dès qu'on est dans une dépendance ou dans une addiction, à un moment donné, l'état de manque que je vous disais, chez un fumeur, l'état de manque, ça va se traduire par le stress, par le fait d'être pas bien, un petit peu énervé. Et alors, il y a plein d'autres critères, hein, mais voilà. Et pour le jeu vidéo et les écrans, pareil, on peut être un petit peu énervé, agressif. Il y a plein d'autres choses qui peuvent, au niveau de le comportement et de l'humeur, qui peuvent avoir un impact, tout à fait. Candy Crush, ça rend accro ou pas? Les jeux qui rendent le plus accro, c'est souvent les jeux qui sont en ligne, les jeux qui demandent de se connecter tous les jours pour des missions où on a des gains, des choses comme ça. Après, Candy Crush, c'est... Certains utilisateurs nous disent que des fois, ils sont un peu lassés. Donc, ça dépend des personnes. Les addictions, il faut savoir que ça dépend du produit, du jeu, de l'écran. Ça dépend de la personne et de son environnement. Donc, il y en a qui pourront pas s'en passer et il y en a qui arriveront à s'en passer. Par contre, effectivement, il y a des jeux comme Fortnite, par exemple, qui ont été faits pour rendre accro, qui ont vraiment été étudiés pour se dire « Ah bah tiens, là, il y a ça et ça qui plaît aux jeunes. » Donc, on va mettre ça dans le jeu et puis on va les rendre un petit peu accros pour ce jeu. Et on l'a bien vu, ça a rendu accro pas mal de personnes. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Et c'est dangereux pour ma mère? Candy Crush? Oui. Ou d'autres jeux. Alors, plus on commence quelque chose, un comportement ou un produit jeune, plus ça va avoir des conséquences graves pour la santé. Parce que quand on est jeune, on est en plein développement. Et les habitudes, bonnes comme mauvaises, elles s'installent assez rapidement. Donc du coup, si je commence un jeu très jeune, je vais prendre l'habitude d'y jouer et ça peut être plus problématique parce que je ne vais pas faire d'autre chose. Pour les adultes, en général, notre cerveau, il a terminé sa construction. On est un petit peu plus mature aussi. Il y a des choses qu'on sait un peu plus, on a un peu plus de recul. Et parfois, on a moins de temps, on va dire, pour jouer. Donc, adulte comme enfant, ça peut avoir un impact. Ça peut être dangereux si on fait que ça, si on ne fait pas d'autres choses. Mais il faut faire un petit peu plus attention quand on est jeune par rapport à cette question d'habitude. Et est-ce que les jeux d'argent, ça peut vraiment rendre accro jusqu'à donner tout l'argent possible? Ouais, tout à fait. Les jeux d'argent, les jeux à gratter, le casino... Alors, il y a beaucoup de jeunes, alors peut-être plus lycéens, qui commencent un peu à jouer. On remarque ça dans nos interventions de prévention. Comme les autres produits, quand on est dans une addiction, quand on peut plus s'en passer, ça va être la priorité. Donc du coup, mon jeu d'argent, mon jeu à gratter, le casino, c'est ma priorité, c'est la chose que je vais faire en premier. Donc tout mon argent, effectivement, toutes mes économies, je vais les mettre dedans. Mais là, c'est vraiment quand on est dans une addiction, dans un usage très très problématique. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes familiaux? Oui, toute addiction, le cercle familial peut être impacté. Donc oui, effectivement, il peut y avoir, que ce soit les jeux d'argent ou peu importe, il peut y avoir... des impacts. Et d'ailleurs, il y a certaines associations. Donc nous, on propose au CAP d'aider aussi l'entourage. On
n'accueille pas que des personnes qui ont des addictions. On accompagne aussi des personnes qui sont touchées ou en tout cas qui connaissent quelqu'un dans leur famille, dans leur entourage, qui ont une addiction à un produit ou sans produit, comme on parle des jeux. Merci. Ce n'est pas de l'addiction. Et comment on peut vous contacter ou accéder à l'association du CAP, Vinciane Barbero? Alors, il y a plusieurs moyens. Donc, on a un compte Instagram qui est donc CAP, C-A-P, le tiré du bas, Able, donc A-B-L-E, .68. Donc ça, c'est notre compte Instagram qui est vraiment à destination des jeunes, des parents, des professionnels. On a une page aussi sur Facebook, donc le CAP de Mulhouse. Et donc pour nous contacter, c'est soit par téléphone, donc le CAP de Mulhouse sur Google, ou sinon venir directement nous voir. Donc on est rue Schlumberger, donc à côté de la mairie à Mulhouse. Et après, on a différentes antennes, donc sur Saint-Louis, Thann, Altkirch. Ou pareil, voilà, vous pouvez venir. Il y a tous les coordonnées sur notre site avec des informations également sur les addictions. Donc par téléphone, sur les réseaux sociaux et dans les établissements scolaires, il faut se rapprocher soit des CPE ou des infirmières, des infirmiers scolaires qui généralement disposent de nos contacts. Merci. Merci à vous. Vous êtes bien sur la radio Addiction en direct du Collège Bel Air où presque nous recevons les motivés jeux vidéo et écrans. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Noah. Je vais vous présenter le sujet des addictions aux jeux vidéo. Alors les addictions aux jeux vidéo sont plus, je trouve, présentées vers les enfants vers les 12, 13 ans, 14 ans, mais en soi les addictions aux jeux vidéo peuvent être touchées par n'importe quel type d'âge. À 30 ans, 20 ans, 10 ans. Les symptômes qu'il peut y avoir, ce sont d'hygiène de vie. Par exemple, se doucher, lavage de dents. Aussi, problèmes familiaux. On va moins sortir, on va moins voir sa famille, voilà. Aussi scolaire ou travail, tout dépend de l'âge. Par exemple, moins de travail à la maison, des énervements. On a aussi le sommeil, manque de sommeil, parce qu'on est arrivé sur les écrans. Et aussi, il y a des jeux vidéo qui rendent plus accro que d'autres. Des jeux vidéo qui vont nous pousser à aller tous les jours dessus. League of Legends, où il y a un système de classement. Et si tu atteins un certain niveau, si tu joues pas tous les jours, des fois, ils vont te faire baisser. Ça te pousse à aller tous les jours sur le jeu. Pourquoi vous avez choisi ce sujet et pas un autre? Parce que des jeux vidéo, j'y suis souvent confronté tous les jours, j'y joue. Et du coup, ça m'a donné envie et ça me fait plaisir de parler sur ce sujet-là. C'est quoi le League of Legends? League of Legends, c'est un jeu plus de stratégie. C'est quoi ton jeu préféré? En ce moment, c'est Minecraft. C'est un jeu assez connu qui renforce la créativité et j'aime ça. Qui nous fait pousser notre imagination très loin. Merci. Octave, tu as une revue de presse à ce sujet. Nous tenions à vous faire part d'un article de presse paru dans un magazine, Epsilon, du mois de mars 2023, qui proposait un dossier sur la génération jeux vidéo. Bonjour, je m'appelle Octave Moutier, élève au Collège Bel Air. Je vais vous lire un article qui parle de la dépendance reste rare. Quelle dépendance entraîne réellement les jeux? Le terme addiction ne fait pas consensus, c'est plutôt l'expression trouble de l'usage des jeux vidéo qui est employée, explique Emma Boussande, pédopsychiatre. 2 raisons à cela. Le phénomène reste rare, selon une méta-analyse en 2021, qui regroupait 53 études dans 17 pays. Moins de 2% de la population mondiale serait concernée. Et la notion de dépendance est très difficile à établir. Les phénomènes tels que le besoin de jouer tous les jours pour l'effet de manque prépondérant dans les addictions aux substances sont rarement rencontrés dans les jeux vidéo. Et cela même chez les personnes présentant l'usage problématique et intensif. Détaille Joël Bilieu, professeur de psychologie à l'université Lausanne, qui suit de ce sujet depuis 2004 et participe aux études de l'OMS.
Merci. Deux groupes de la classe ont voulu présenter cette addiction. La plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo sont des jeunes de 10 ans à 17 ans. Mais la moyenne d'âge des joueurs est en augmentation. L'addiction aux jeux vidéo peut avoir des répercussions sur le sommeil et donc la santé. On est allé interroger des personnes dans la rue pour enregistrer leurs avis. Est-ce que, pour vous, les jeux vidéo, ça rend idiot? Un peu, oui. Un peu. Ouais. Ça dépend des personnes. Ouais. Pourquoi ça rend idiot? Il y a d'autres activités que être devant son écran et de perdre son temps. Faire du vélo, je sais pas, être ta mère. Avec ses potes. Il y a de la nature. Tu pars avec tes potes en ligne, là, tu joues en ligne, bah, tu sors avec eux. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Ouais. Beaucoup? Beaucoup, ouais. Est-ce que vous pensez que ça rend idiot? Pas forcément, ça dépend. Ok. Vous pensez que c'est que pour les garçons les jeux vidéo? Non, ça peut être pour les filles ou pour les garçons. Est-ce que vous pensez que les joueurs professionnels aux jeux vidéo sont vraiment addicts? Pas addict, je pense que c'est juste une passion. Ah, on a une gameuse aussi. Alors, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Oui. Moi non. Oh que oui. À quel type de jeux vidéo principalement? Bac à sable et gestion. Ah, et est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont uniquement pour les garçons? Non. Ah bah non. Clairement pas. On a le droit aussi, les filles. Ouais, c'est vrai. Bah, clairement. Est-ce que vous pensez aussi que ça abîme les yeux, l'écran? Alors, la lumière bleue des écrans, oui. Mais comme de toute manière, maintenant, on a les gestionnaires d'écrans bleus, enfin de lumière bleue des écrans, bah il n'y a plus de problème. Mieux qu'avant, ouais. Il suffit de les installer et puis il n'y a plus de soucis. C'est mieux qu'avant, bah oui. Ok. Dernière question. Est-ce que vous pensez que ce n'est que pour les enfants, les jeux vidéo? Non plus, non. J'ai passé 30 ans et puis mon père, c'est un gros geek aussi. Il a passé 60, lui. Donc, Ah oui. Ouais. Famille de geek. Bah merci. Merci. Bah, bon courage, et bonne Bon continuation. courage. Merci, au revoir. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo, ça abîme les yeux? Bah comme tout. Comme les écrans du tout. Comme tous les écrans, pas forcément les jeux Est-ce que vidéo. ça abîme les yeux? Oui, mais comme tout. Oui, ça abîme les yeux. rend idiot. Ok. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent violents? Non. Non. C'est pas vrai. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de l'éducation, Voilà. j'allais le dire. J'ai joué à GTA 5 toute ma vie, j'ai c'est écrasé pas pour des grosses. Il m'est jamais rien arrivé, j'ai écrasé des grosses toute ma vie sur GTA. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra soigner l'addiction aux jeux vidéo? Non. Non. Bah non. Ah non, c'est l'addiction empire. Mais c'est pas une maladie ou quoi. La médecine fait toujours des progrès. Mais la médecine de quoi, gros? Ils ont plein d'autres problèmes à régler, frérot. On va te donner un médicament. Faut juste que l'éducation elle soit stable et que l'enfant il soit pas toute la journée sur les jeux et qu'il écrase pas des grosses sur GTA. Est-ce que vous pensez que les joueurs professionnels aux jeux vidéo sont vraiment addicts? Bah c'est leur métier. Bah s'ils gagnent de l'argent, logique. Bah c'est leur Il y en a métier. qui arrêtent. Ouais, mais je serais Eh mais toi, c'est c'est leur métier. Honnêtement, à mon avis, s'il n'y aurait pas les sous, ils auraient déjà arrêté depuis longtemps. S'il n'y avait pas les sous, ils auraient déjà arrêté depuis longtemps. Ouais, leur métier. Il y en a, ils se forcent à jouer parce qu'ils sont forts et c'est pas une addiction. Voilà. Est-ce que les jeux vidéo donnent un aspect positif sur le cerveau? Non, bah non. Si, ça dépend. Ça dépend. Il y en a, ça peut être un réconfort pour eux. bien, hein. Ouais, ça peut être. Il y a un plein de gens qui réconfort. sont devenus architectes intérieurs grâce à Minecraft. Hein. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent idiots? Ça rend addict et ça peut rendre des fois idiot, ouais. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo ne sont que pour les enfants? Pas forcément. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo donnent un aspect positif sur le cerveau? Non. Non. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Ok. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont uniquement pour les garçons? Non, moi je pense que les jeux vidéo sont pour tout le monde à partir du moment où tout le monde y trouve sa place et tout le monde s'amuse. Et dernière question, pour ne pas faire perdre de temps, est-ce que vous pensez que les jeux vidéo, ça rend idiot? Non, je ne pense pas que les jeux vidéo rendent idiots. Au contraire, ils peuvent faire découvrir beaucoup de choses. Tout dépend de la manière dont on les utilise, tout dépend de la manière dont on contrôle le temps sur les jeux. Je pense que non, pas du tout. Ok, bah merci. Merci, bon courage pour la suite. Merci. Bonjour madame. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que les vidéos, ça rend idiot? Ça dépend dans quel sens. Si tu parles des vidéos sur TikTok, bien sûr que ça rend bête, hein, parce que on peut voir n'importe quelle stupidité.
Mais après, si c'est des vidéos en rapport, je sais pas, avec l'éducation ou des recettes ou un truc éducatif, bah, je pense que ça peut rendre intelligent. Ok. Ben, merci de votre temps et vous pouvez continuer votre chemin. Merci, à vous aussi. Bonne journée. Nous avons également interviewé Valérie Brasse, ingénieure informatique et joueuse sur ce sujet. Nous vous accueillons Valérie Brasse, ingénieure informatique. Bonjour Valérie Brasse. Bonjour à vous. Pouvez-vous vous présenter? Alors oui, en effet, donc je suis ingénieure informatique, ça c'est ma formation, et je suis aujourd'hui, donc mon métier c'est formatrice et animatrice d'animation d'initiation au numérique. Donc dans le cadre de Graines de Tech, qui est une entreprise que j'ai créée. Et donc là, on fait de l'initiation numérique pour les jeunes qui ont entre 4 et 104 ans, donc à peu près toutes les tranches d'âge. Et aussi, juste une question, c'est où Graines de Tech? Ah, alors Graines de Tech, c'est à Saverne. Donc c'est dans le nord de l'Alsace, à la limite de la Moselle. Et on fait de la robotique, on fait de la création de jeux vidéo. L'idée, c'est qu'on joue, mais qu'on va aussi programmer des jeux vidéo. Ok. Quel est votre jeu préféré? Et vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il? Alors, j'aime bien jouer à des jeux de réflexion, de casse-tête, de puzzle. Par exemple, Monument Valley ou des jeux avec des mots comme Words of Wonders sur le téléphone. Donc, c'est des jeux où il faut résoudre des énigmes. Donc ça, c'est des jeux seuls. J'aime bien jouer aussi sur ordinateur à certains jeux d'aventure, mais là, ça prend plus de temps, donc c'est pas au même moment. Mais par exemple, Life is Strange, c'est un jeu que j'avais commencé, que j'ai pas terminé. Il y a un jeu qui s'appelle Hue, H-U-E, qui est un jeu sur les couleurs. On doit résoudre des énigmes qui se fait sur ordinateur. Et puis, j'aime bien les jeux à plusieurs, par exemple en console, comme Mario Kart ou comme Overcooked ou Tricky Towers. Donc, certains sont compétitifs, on joue les uns contre les autres. Et puis, d'autres sont collaboratifs, on joue ensemble. Combien de temps passez-vous jouer par jour, approximativement? Alors, c'est pas régulier. Je joue sur téléphone quand j'ai un peu de temps sur des jeux qui durent pas trop longtemps. Après, dans le cadre de Graines de Tech, je joue avec certains jeunes du club, surtout les mercredis et les samedis. Donc, on va dire 1 heure par jour en moyenne, mais c'est vraiment irrégulier. Limité. Et puis, il n'y a pas de limite, oui, ça dépend des possibilités. Avez-vous l'esprit très compétitif ou non, pas trop? Oui, j'ai l'esprit compétitif, j'aime pas perdre. Donc c'est vrai que dans Tricky Towers, on essaie d'être le plus rapide, dans Mario Kart aussi. Enfin, ouais, évidemment, c'est plus marrant de gagner que de perdre. Pourquoi jouez-vous aux jeux vidéo? Qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu vidéo? Alors déjà, l'idée c'est que ça soit du plaisir, si possible selon les moments et selon les jeux, ça va être de la détente ou de penser à autre chose que ce que je faisais avant. Après, c'est sympa de jouer à plusieurs parce que ça permet de s'amuser à plusieurs. Donc comme on a dit les Mario Kart par exemple, ou Tricky Towers. Et puis tout ce qui est jeu de réflexion, ça permet de faire fonctionner les neurones et c'est le côté de challenge, défi. Donc c'est à la fois la compétition contre soi dans les jeux de challenge, la compétition avec les autres dans les jeux à plusieurs. C'est surtout de s'amuser et de faire des choses ensemble. Vous vous considérez comme addict aux jeux vidéo? Alors non, je me considère pas comme addict aux jeux vidéo et a priori, il y a très peu de gens qui sont addicts. Quand on parle vraiment d'addiction au sens médical aux jeux vidéo, puisqu'on parle vraiment d'addiction, donc l'OMS, qui est l'organisme mondial de la santé, parle d'addiction, s'il y a de la souffrance, s'il y a vraiment une perte de contrôle et si ça fait plus d'1 an que ça dure. Donc c'est ça qui serait vraiment de l'addiction. Il y a très peu de gens qui sont concernés. On peut être en plus ou moins accro ou avoir envie de jouer sans parler d'addiction. Et moi, j'aime bien jouer, mais je n'en suis pas au point d'avoir perdu le contrôle. Pour vous, combien de temps on peut laisser jouer un enfant aux jeux vidéo par jour?
Alors pour moi, la question du temps n'est pas une bonne question. Souvent, on parle de combien de temps, voilà, quel est le quota, c'est-à-dire combien d'heures max ou combien d'heures minimum, enfin pas minimum mais maximum. Je pense que c'est pas tellement une question de temps, ça va être plutôt ce qu'on fait pendant qu'on joue aux jeux vidéo et surtout ce qu'on fait pas pendant qu'on joue aux jeux vidéo. Donc si ça empêche de dormir, si ça empêche de faire les devoirs, si ça empêche de voir les copains en vrai, si ça empêche de faire du sport, ça va être trop. Que ça soit 1 heure ou que ça soit 5 heures. Après, si c'est on joue et on s'amuse, on retrouve les copains, on s'amuse en ligne ou à plusieurs, on fait comme dit des jeux de réflexion, c'est du temps qui est bien passé. C'est une question d'équilibre. Donc pour moi, il n'y a pas de quantité à définir. Il ne faut pas dire maximum 2 heures ou 3 heures ou 5 heures. C'est du temps pour s'amuser sans manger du temps sur autre chose. Je vous laisse avec mon camarade Samuel, notamment appelé Samsam. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo, ça rend violent? Bonjour Samuel, Samsam. Alors, c'est vrai que dans les médias, il y a eu plusieurs fois où ça a été évoqué que des événements violents pouvaient avoir été déclenchés par les jeux vidéo. Depuis, ça a été prouvé que non, il n'y a pas de relation cause à effet. Donc, il y a des jeux vidéo qui sont excitants. On va être excité parce que voilà, effectivement, on a joué, que ce soit parce qu'on a voulu gagner ou parce que on a joué un FPS. On a tué, mais ça rend pas violent. L'effet disparaît au bout d'un quart d'heure, quelques minutes. Ça rend pas violent en termes de personnes. Et les exemples de violence qu'il y a eu, on a découvert que c'était plutôt des gens qui étaient violents par nature et qui du coup jouaient à des jeux violents et pas le contraire. Donc l'idée que les jeux rendent violents, ça a été interrompu. Vous avez dit de 4 à 104 ans? De 4 à 104 ans, oui. Alors, pas que sur les jeux vidéo, mais sur le numérique, oui. Ah, il y a des gens de 104 ans, ils jouent aux jeux vidéo? Il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, c'est très large. Hein. Les jeux vidéo, c'est y compris les jeux sur téléphone. Donc, vous pouvez peut-être pas... je sais pas si vous avez votre mamie qui joue à Candy Crush, par exemple. C'est du jeu vidéo. C'est pour dire que sur les téléphones, il y a des jeux. Et en fait, les retraités ont plus de temps que les gens qui travaillent. Donc, en fait, les retraités cherchent aussi à jouer sur leur téléphone. Souvent, c'est une téléphone ou une tablette qu'ils ont plutôt qu'un ordinateur ou une console. Mais effectivement, ils ont envie de jouer aux jeux vidéo. Mais c'est pas forcément du Doom ou ce genre de choses. Après, il faut penser que les gens qui ont 90 ou 100 ans aujourd'hui, ils avaient 20 ans ou ils ont été plus jeunes. À l'époque, il y avait déjà des jeux vidéo. Donc maintenant, il y a des jeux vidéo à tout âge. Il y a des joueurs de jeux vidéo à tout âge. Vous pensez, c'est quel type de jeu vidéo qui énerve le plus? C'est les jeux où il faut être dans la réaction, il faut plutôt les jeux de tir, hein, les FPS, que ce soit, je sais pas moi, des Overwatch ou des jeux, des Valorant, ou je crois que Valorant avait été cité. Donc ceux-là, effectivement, ils vont exciter parce que il va falloir réagir vite. Mais encore une fois, c'est une excitation. Ça va disparaître après au bout d'un certain temps. C'est comme quand on fait un match de foot, hein, où il va falloir courir pour aller marquer un but. Quand on sort du match, on est tout excité. Ou un match de sport, une compétition de sport, n'importe laquelle. Donc ça, c'est une excitation. C'est pas de la violence. Est-ce que vous êtes déjà beaucoup énervé sur un jeu vidéo au point de casser des choses? Au point de casser des choses, je ne crois pas. Mais après, oui, on s'énerve. On peut s'énerver si on n'arrive pas à résoudre quelque chose. Donc pas forcément que dans les jeux qu'on vient de citer, les jeux de tir, mais on peut avoir une énigme qu'on n'arrive pas à résoudre. On s'énerve et on fait un geste qui peut peut-être casser quelque chose. Je n'ai pas souvenir que ça me soit arrivé vraiment, mais ça peut. J'ai peut-être fait, je sais pas, balancer ma tasse de café, c'est possible. Je me rappelle pas. Est-ce que les jeux vidéo peuvent faire baisser les notes à l'école? Alors, ça va pas être directement les jeux vidéo qui vont faire baisser les notes, mais évidemment, les notes vont baisser à l'école si on travaille moins, et ça peut être parce que on joue aux jeux vidéo qu'on travaille moins. Donc ça va, encore une fois, ça va être vrai avec n'importe quelle activité si elle se fait à la place du temps qu'on doit passer pour travailler. Donc il faut effectivement faire attention, toujours une question d'équilibre dans des activités qu'on fait. Et c'est vrai avec le sport, et c'est vrai avec le fait de sortir avec les copains, c'est vrai avec tout. Donc on peut avoir les jeux vidéo qui font baisser les notes à l'école si on fait que ça. Donc il ne faut pas faire que ça, évidemment. Est-ce que tout le monde peut jouer aux jeux vidéo?
Oui, comme j'ai dit, moi je prends les gens de 4 à 104 ans, après c'est pas les mêmes jeux. Faut faire attention à quel jeu, à quel âge. Il y a le PEGI qui est là pour expliquer à quel âge on peut jouer à certains jeux. Il faut faire attention. Normalement, on ne joue pas à GTA quand on est mineur, on ne joue pas à certains jeux trop violents quand on est enfant, etc. Donc, tout le monde peut jouer, mais les premiers âges doivent être accompagnés. Donc on doit jouer à plusieurs. C'est pour ça que c'est plus sympa de jouer à plusieurs au début. Après, au bout d'un moment, on sait jouer, mais il faut jouer à certains jeux, pas n'importe lesquels. Et pas n'importe comment. Après, c'est le jeu en ligne, avec des inconnus. Il faut faire attention, sinon on risque de se faire cyberharceler. Enfin, on peut avoir comme ça des conséquences. Mais bon, normalement, ça se contrôle, enfin, ça se gère. Moi, j'ai une question. Est-ce que les jeux vidéo, c'est un milieu sexiste, voire machiste? C'est vrai qu'il n'y a que des garçons, là. Alors, en termes de joueurs de jeux vidéo, en fait, on est à moitié-moitié. Il y a autant de filles que de garçons qui jouent à des jeux vidéo. Quand il y a une enquête qui est faite tous les ans par le CEL, qui est le syndicat des exploitants des jeux de loisirs. Par contre, après, dans l'e-sport, il y a plus de garçons que de filles parce qu'on est dans de la compétition. Et c'est pour ça qu'il y a des structures qui accompagnent les filles, donc des équipes que de filles, pour leur dire vous pouvez y aller. Donc, il y a des filles aussi dans l'e-sport et qui sont très bonnes. Et après, dans le monde, on va dire, professionnel de la création de jeux vidéo ou autour du jeu vidéo, c'est, je dirais, comme dans le monde de l'informatique en général, puisque créer un jeu vidéo, c'est de l'informatique, il y a plus de garçons que de filles. Et on essaye de changer ça. Parce qu'évidemment, on pourrait avoir plus de filles. Ok. Et du coup, est-ce que dans l'e-sport, vous pensez que c'est normal qu'il y a une catégorie avec des filles et une catégorie avec des garçons? Non, je pense qu'on ne devrait pas les séparer. Je pense pas que ça soit... Après, c'est peut-être pas... toutes les filles n'ont pas forcément envie de jouer au même jeu, mais je trouve ça un peu bête de faire des catégories séparées. C'est pas comme le sport où il y a une différence physique sur un certain nombre de sports, c'est même pas vrai dans tous les sports d'ailleurs. Il faudrait pouvoir jouer ensemble, mais à condition de se respecter entre joueurs. Et ça, c'est vrai entre garçons, entre filles et entre garçons et filles. C'est quoi le tout premier jeu vidéo auquel vous avez joué? Le tout premier. Le tout premier jeu vidéo. Alors là, moi j'avais... Moi, je suis pas très jeune, donc j'avais au début des petites consoles, les Game. Alors c'était avant les Game Boy, mais des petites consoles de jeux. Et il y avait des jeux qui s'appelaient comme Donkey Kong, par exemple. Je sais pas si vous avez entendu parler, qui se jouaient donc sur ces petites consoles qui étaient en noir et blanc. On avait 2-3 boutons, et après il y a eu les Game Boy. Donc j'ai souvenir de Donkey Kong comme un des premiers jeux de ce type en fait. Et après, quand j'étais étudiante, comme je disais, j'ai joué à Doom sur ordinateur. Alors, c'était les années 90, c'était le début des réseaux informatiques. Donc, dans le campus de mon école d'ingénieur, on pouvait jouer à plusieurs en multijoueur sur plusieurs ordinateurs à Doom. Et est-ce que vous jouez à GTA? Alors moi, non, je joue pas à GTA. J'y ai vu jouer parce que mon fils y joue de temps en temps, mais moi, j'y ai pas joué. Je laisse la place à Noah, du coup. Bonjour. Bonjour Noah. Pour vous pensez quoi de l'addiction aux jeux vidéo? Quand ça arrive, c'est grave, il faut l'accompagner, mais ça arrive très peu souvent. Et on a tendance à utiliser le mot addiction dans des cas qui ne sont pas de l'addiction. C'est des gens qui ont envie de jouer beaucoup, mais qui ne sont pas malades. Il faut faire attention. L'addiction, normalement, c'est plutôt quand quelqu'un prend de la drogue, où il y a une substance. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas de substance. Est-ce que pour vous, il y a des jeux vidéo qui rendent plus addicts, genre qui nous donnent plus envie de jouer à des jeux vidéo que d'autres? Oui, alors le côté plus addict ou en tout cas qui donne envie de continuer, c'est sûr qu'il y a des jeux vidéo qui, par exemple, si vous avez des points de sauvegarde, des checkpoints qui sont très éloignés dans un jeu d'aventure, vous allez avoir envie d'aller jusqu'au prochain checkpoint, sinon vous allez perdre votre avancement. Puis après, s'il y a une histoire, vous avez envie d'arriver à la fin de l'histoire. S'il y a des boss, vous avez envie de tuer le méga boss. Puis il y a des jeux qui vont donner rendez-vous au bout d'un certain temps parce que vous allez avoir accumulé de l'XP ou des ressources et vous voulez avoir ça pour continuer, ou il y en a, faut se faire tous les jours, sinon vous perdez la série de réussite. Donc il y a des mécanismes, ça s'appelle des mécanismes de jeu, qui sont là exprès pour faire qu'on reste sur le jeu ou qu'on y revienne régulièrement. Vous pensez quoi des jeux d'argent? Alors les jeux d'argent, ça c'est encore une catégorie de jeux spécifique.
Parce qu'il faut contrôler à la fois l'envie de jouer et contrôler sa capacité d'avoir de l'argent ou pas en perdre trop. Ça doit être réservé à des gens qui savent qu'ils peuvent contrôler leur argent et pas se mettre dans des situations avec beaucoup d'impact. Donc, que ce soit des jeux au casino, que ce soit des jeux en ligne d'ailleurs. Si vous avez des enfants ou juste si vous en aurez, est-ce qu'il y a un jeu que vous interdiserez automatiquement? Genre vous direz non? Alors, interdire, déjà il y a beaucoup de jeux donc je peux pas les connaître parce que je peux pas tous y jouer avant qu'ils y jouent. Puis bon, moi mes enfants ils ont 14 et 19 ans donc ils sont à 19 ans en tout cas ils savent à peu près de quoi il s'agit. À 14 ça dépend. Ma fille est juste à côté, c'est pour ça que je dis ça. Mais donc il y a des jeux, je vous disais, il y a le PEGI qui est là pour ça, hein, pour dire qu'il ne faut pas jouer à certains jeux avant tel âge. On a parlé de GTA, c'est vrai que GTA, il y a des choses où il vaut mieux quand même pas y jouer trop jeune. Ça présente des côtés du monde qui ne sont pas forcément de la vie réelle, qui ne sont pas forcément les plus positifs. Après, il y a des jeux qui peuvent être violents, il y a des jeux qui peuvent montrer, on va dire, l'être humain sous un angle plutôt négatif. Donc il vaut mieux ne pas y jouer trop jeune si on n'a pas déjà appris un peu à quoi ressemble la vie, à quoi ressemblent les bonnes choses, les choses plus difficiles de la vie. Et puis bon, il y a le côté cauchemar, d'images violentes pour les plus jeunes. Et donc je n'irai pas interdire, mais si j'entends qu'ils jouent à certains jeux, je cherche déjà à en savoir plus, à savoir ce qu'ils y trouvent, à regarder avec eux. Enfin, moi, j'ai découvert League of Legends en regardant avec mon fils à quoi ça ressemblait, Overwatch, voilà, différents jeux. GTA, je l'ai vu, il y a joué aussi, mais j'ai pas interdit. Après, on en a parlé. L'idée, c'est d'en parler, c'est pas de contrôler, c'est d'en parler. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu d'horreur? Si oui, lequel? Et est-ce que vous aimez ce type de jeu? Moi, l'horreur, c'est pas trop mon truc, hein, mais que ça soit les films, les livres ou les jeux, donc non. Il se trouve que non, les jeux d'horreur, non. Mais comme dit, parce que ce soit les films ou les livres, l'horreur, c'est pas trop. Ça me plaît pas plus que ça, non. Mais imaginons, est-ce que vous avez déjà aidé quelqu'un dans votre entourage ou je sais pas à sortir de l'addiction? Si oui, comment vous avez fait pour l'aider? Alors non, je n'ai pas rencontré de personnes qui soient addictes. Comme dit, pour moi, c'est très rare. Après, l'idée, et c'est ce que je fais avec Graines de Tech de façon générale, parce que quand on joue aux jeux vidéo, ça peut être, au point d'en être addict ou d'en faire trop, c'est peut-être parce qu'on... c'est ce qu'on connaît le plus en fait, et donc dès qu'on a un moment on joue, puis c'est aussi un moyen d'être avec les copains, etc. Donc moi ce que j'essaye de faire avec Graines de Tech, c'est de montrer qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, que ça soit d'autres choses qu'on peut faire avec l'ordinateur, les consoles, etc. Ça peut être autour du jeu vidéo, donc c'est bien d'y jouer, mais c'est bien aussi d'en construire, de s'amuser à en faire des jeux vidéo, parce que tout le monde peut faire des jeux vidéo. Donc ça permet de faire autre chose que de jouer tout le temps, et après on peut jouer au jeu qu'on a construit, donc c'est sympa, et puis de voir que si on cherche à jouer au jeu pour faire des choses avec les copains, il y a aussi d'autres façons de faire les choses avec les copains. Donc l'idée c'est de varier. Donc moi donc j'ai pas été sortir quelqu'un de l'addiction, mais quand on me dit, ou des parents me disent mon enfant il joue trop, je propose d'autres activités pour permettre de varier les activités. Et toujours en s'amusant, et ça peut être en lien avec le jeu vidéo, donc comme créer des jeux vidéo par exemple. Et du coup, j'ai une petite question aussi. C'est lequel le jeu où vous avez passé le plus de temps, et environ combien d'heures? Alors, il y a un jeu, je pourrais pas dire ça, ça va être difficile à quantifier. Quand j'étais étudiante, donc à l'époque où je jouais à Doom, il y avait aussi un autre jeu qui était un jeu d'aventure, je me rappelle plus le nom. J'avais passé pas mal de temps parce que j'avais été jusqu'au bout du jeu, donc j'avais résolu tous les levels, tous les niveaux. Et sinon après, je dirais que à un moment, je jouais à Clash of Clans. Et le truc, c'est qu'on y va tous les jours, parce qu'après, il faut aller le récolter, il faut rattaquer. Et donc, en fait, après, j'ai fini par l'enlever du téléphone, d'arrêter d'y jouer. Mais je pense que celui-là, si j'additionne toutes les fois où j'y ai joué, ça fait pas mal de temps aussi. Mais je pourrais pas dire le nombre. N'y a-t-il pas une dérive commerciale chez les développeurs et les producteurs de jeux vidéo? C'est-à-dire que quand on produit... On essaye d'ennuyer le joueur pour qu'il sorte sa carte bancaire, genre, je sais pas, Clash of Clans, je sais pas si ça existe ça, mais enfin, où on paye
pour éviter d'attendre 8 heures ou 24 heures pour se construire un char ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas insupportable, ça, cette dérive commerciale où le développeur du jeu vidéo essaye d'ennuyer le joueur pour l'inciter à payer? Alors, je peux pas parler pour tout, mais je sais qu'il y a eu des jeux où ils ont essayé de faire qu'il fallait payer pour avoir certains packs d'accessoires ou certaines compétences qui aidaient à gagner. Et en fait, la communauté des joueurs a réagi parce que ça favorisait ceux qui payaient par rapport à ceux qui payaient pas. Et donc, ça a été contré par les joueurs. Et donc, le jeu a arrêté de faire ça. Après, il y a le côté essayer de vendre effectivement des skins, des accessoires qui sont pas nécessaires pour jouer, mais c'est un peu comme s'acheter une paire de chaussures Nike. Enfin, c'est le côté marque ou le côté visibilité. Mais ça va pas être en ennuyant. Après, il y a plein de jeux, il y a plein de façons de faire. Je sais pas si c'est une dérive générale, on peut pas parler de dérive générale. C'est quand même un monde artistique, donc c'est quand même un monde où il y a plein de choses qui sont faites pour la beauté, j'ai envie de dire, du jeu et pas purement commercialement. Donc il y a forcément des aspects commerciaux, mais je pense pas que ça soit une dérive générale parce que la communauté des joueurs aussi va bannir les jeux qui sont trop orientés commercialement. Hein. Vous avez toujours été dans le jeu vidéo, sinon, est-ce qu'au début, les jeux vidéo, quand vous y jouez pas à n'importe quel âge, je sais pas, ça vous faisait peur, peut-être vous me disiez, ouais, ça va peut-être me rendre addict, ça va peut-être... Vous avez eu totalement confiance quand vous avez commencé? Alors, j'ai pas toujours été dans les jeux vidéo, donc comme dit, j'ai joué plutôt quand j'étais étudiante. Après, avec les téléphones, on y rejoue un peu plus. Et puis maintenant, j'y joue parce que c'est dans mon métier. Mais alors, avoir peur d'être addict aux jeux vidéo, non, peur, c'est un grand mot. Après, c'est vrai que j'entends surtout les peurs des parents par rapport à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose on s'inquiète toujours. Effectivement, est-ce que notre enfant va dormir moins ou va avoir des mauvaises notes à l'école à cause des jeux vidéo? Donc c'est plus ça les peurs qu'on a. C'est plus par rapport à quelqu'un d'autre. Après, par rapport à moi, je pense que j'ai jamais été à un point où j'avais peur d'aller trop loin. Donc, j'ai pas eu peur de jouer aux jeux vidéo. Non. Alors du coup, j'ai une toute dernière question. C'est quoi le premier travail que vous vouliez faire dans votre vie? Le premier travail que je voulais faire. Alors moi, j'ai fait des études d'ingénieur et j'avais envie de travailler dans les télécommunications. À l'époque, quand je dis à l'époque, c'était au siècle dernier. Moi, c'était dans les années 90. J'aimais bien c'était la nouveauté à l'époque technologique, ce qui permettait de communiquer. Internet commençait tout juste. Quand j'étais en école d'ingénieur en 93, on avait les premières connexions. Et donc voilà, j'avais envie de travailler là-dedans. Et donc j'ai travaillé dans l'informatique. D'abord pour les entreprises et puis donc maintenant pour le côté plutôt pour tout le monde, tous les jeunes. Bon, merci merci d'avoir répondu. Merci. Merci encore à Valérie Brasse pour son interview et le temps qu'elle a bien voulu nous consacrer pour enrichir notre podcast. Si le monde entier pense parfois que les jeux vidéo rendent accro, rarement on range l'alimentation dans la catégorie addiction, mais s'alimenter peut aussi être dangereux. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Philippe Gorwood, je suis professeur de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et à l'Université de Paris pour la partie renseignement. Merci. Alors, est-ce qu'on peut être addict à la nourriture? Alors peut-être que la manière la plus simple de se représenter les choses, c'est de distinguer deux aspects différents. Quand on parle d'addiction à la nourriture, c'est peut-être un peu compliqué, parce que la nourriture, on en a besoin, donc on ne peut pas être addict à quelque chose qui fait partie de sa vie, qui est indispensable, comme l'oxygène. Par contre, quand on regarde ces aliments qui sont très transformés, très riches en gras, très riches en sucre, et qu'on peut avaler de manière assez massive, donc assez facile à avaler, ce type d'aliment-là, on peut vraiment développer une addiction. On a maintenant beaucoup d'informations, donc on va dire les aliments hyper transformés. Donc ça peut vraiment être une addiction alimentaire, et donc très chimique, en relation avec une forme spécifique d'aliment.
Et puis d'un autre côté, dans ce qui peut être associé à ces aliments-là, qui sont beaucoup des troubles de la manière dont on s'alimente, donc les troubles du comportement alimentaire, on voit que finalement, et ça c'est plutôt les patients que nous soignons dans le service, ce sont des gens qui souffrent d'une pathologie dans lesquelles il y a des comportements qui deviennent complètement addictifs. Et notamment quand il y a l'épisode de boulimie, le fait de se remplir très vite, en peu de temps, pour avoir cette sensation de soulagement de sa faim, ça c'est une modalité comportementale qui va avoir tendance à se répéter, qui va rendre pas bien quand on peut pas le faire, et donc se rapprocher de la notion de dépendance. C'est un peu pareil aussi avec l'autre versant de cette boulimie, qui est plutôt le vomissement au décours, qui soulage énormément, mais qui fait mal d'abord à la gorge, et puis qui rend la sensation de mal-être, qui va être soulagée par une reprise de la boulimie. Et cet aspect de cercle vicieux, de répétition du comportement, alors que pourtant ça crée de la souffrance, là on peut vraiment les représenter autour d'addiction comportementale. Deux autres groupes de notre classe ont travaillé sur l'addiction aux drogues. Notre étude est basée sur l'addiction aux drogues. Être addict, ce n'est pas pouvoir contrôler son addiction vis-à-vis de la drogue. L'addiction à la drogue est un véritable danger pour la santé. En France, 88% des jeunes de moins de 17 ans ont déjà expérimenté l'alcool, le tabac ou le cannabis. Selon un article du magazine de l'assurance maladie de Paris, nous allons maintenant donner la parole à deux femmes scientifiques qui sont en visioconférence depuis Strasbourg. Il s'agit de Louise Herman, étudiante en master 2 neurosciences à l'université de Strasbourg, ainsi que Esther Colantonio, doctorante en neurosciences au centre de recherche en biomédecine de Strasbourg. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous ce matin pour répondre à quelques questions sur l'addiction aux drogues. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ouais. Du coup, moi, je m'appelle Lise. Je suis une étudiante en 2e année de master, en master de neurosciences. Je vais bientôt finir et je vais commencer une thèse sur le système opioïde qui est largement impliqué dans les addictions très bientôt. Et moi, c'est Esther. Je viens de terminer aussi mon master l'année dernière. Et je suis en train de commencer ma thèse et pareil, je travaille sur les addictions aux opioïdes. Aujourd'hui, on va vous poser quelques questions. Alors, quelle est votre définition de la drogue? Alors, pour nous, il est important de noter qu'une drogue peut être une substance. Donc, par exemple, le cannabis ou encore les opioïdes, c'est ce que nous, on étudie, ou non. Genre, par exemple, une drogue peut aussi être un écran ou bien des jeux d'argent, ce genre de choses. Donc, je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler. Aussi, une drogue, c'est quelque chose qui va induire des changements comportementaux chez le consommateur et qui va pouvoir mener à une addiction. Je pense que c'est suffisant. Est-ce que la drogue est un danger, exemple le cannabis? La drogue, oui, ça a toujours un potentiel dangereux parce que ça peut mener toujours à une addiction. Et ça, quel que soit le type de drogue qu'on entend, que ce soit une drogue qu'on caractérise plutôt comme étant dure, comme l'héroïne, la cocaïne, mais aussi les drogues plus douces, comme le cannabis. Puisque l'addiction, ça reste une maladie avec plusieurs symptômes et qui vont entraîner aussi le fait que les personnes, elles vont vouloir à tout prix consommer, donc pouvoir se mettre dans des situations qui vont être dangereuses pour elles, et qui sont dangereuses et qui vont être violentes pour elles. Donc peu importe le type de drogue, pour avoir la consommation de celle-ci, ça peut avoir toujours un potentiel dangereux. Sans parler évidemment des effets physiques des drogues, que ce soit des drogues douces, comme le cannabis. Bonjour, alors j'ai plusieurs autres questions. Pour vous, quel effet a la drogue sur le corps humain? Alors, les drogues... Alors déjà, en fonction de la drogue, tu vas avoir différents effets. On va souvent avoir des effets au niveau du système nerveux, donc au niveau du cerveau. Entre autres, donc généralement, suite à la consommation de drogue telle que le cannabis, il y a une libération de dopamine, c'est une hormone de bonheur qui va permettre de mettre le consommateur dans un état de bien-être, de relaxation. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à force de consommer, tu vas avoir des phénomènes d'habituation, entre autres, ce qui va faire que le consommateur va consommer de plus en plus
et ce qui va mener à la dépendance. Donc tout ça, ça peut avoir ça peut mener à des troubles importants au niveau cérébral, donc des troubles de l'attention, des troubles de mémoire, ce genre de choses, mais ça peut aussi avoir mener à de nombreux troubles aussi sur le reste du corps. Donc par exemple, on sait que la consommation de drogue va influencer par exemple tes prédispositions à développer un cancer ou ce genre de choses. D'accord. Et j'ai une autre question aussi. À quel moment sommes-nous addicts à une substance? Alors, pour être addict à une substance, pour être reconnu addict à une substance médicalement, les médecins, les addictologues, le corps médical, il va s'appuyer sur un manuel qui s'appelle le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux et psychiatriques, sur lequel il va y avoir 11 critères qui vont en fait déterminer les symptômes de l'addiction. Ça peut être la consommation irrépressible, le besoin de consommation de la drogue de façon très intense, une consommation qui va être plus importante pendant un temps plus important que ce qu'on avait déterminé à la base, ou alors des mises en danger pour consommer cette drogue. Donc ces critères vont être posés sous forme d'un questionnaire au patient. Le patient va y répondre et selon ses réponses, selon le nombre de critères d'addiction qu'il aura, on va déterminer si cette personne elle est addicte ou si elle n'est pas addicte. Et si elle est addicte, savoir à quel stade de degré d'addiction elle est. Si elle est dans un stade qui est encore léger, si c'est plus modéré ou encore sévère. Est-ce que la drogue peut être utile dans le domaine de la médecine? Alors oui, forcément, on a de nombreuses drogues qui sont énormément utilisées dans le domaine médical, donc telles que la morphine, vous en avez peut-être déjà entendu parler. La morphine, c'est une molécule qui va permettre de réduire la douleur chez les patients et qui est souvent utilisée lors d'accidents graves ou ce genre de choses. Par contre, ce sont des molécules qui ont des potentiels addictifs qui sont très élevés. Donc c'est pour ça que leur utilisation, même dans le domaine de la médecine, est très très réglementée. Et voilà, on ne peut pas l'utiliser à tout va, quoi. D'accord. Est-ce que les personnes qui consomment des substances deviennent des dangers publics? Alors, comme on l'a dit avant, c'est sûr que consommer de la drogue, ça a toujours un danger pour soi-même et ça peut mettre aussi en danger les autres. Puisque si on prend même des drogues qu'on considère comme étant légères, comme l'alcool par exemple, le fait de consommer énormément d'alcool, ça va désinhiber la personne qui va pouvoir avoir beaucoup moins de gêne, qui va pouvoir faire plus ce qu'elle veut sans réellement se contrôler et elle peut même devenir violente. Donc si on consomme peu importe la drogue tout seul chez soi dans son appart, il n'y aura pas forcément de conséquences sur la société extérieure, mais que pour soi-même. Mais si par exemple, si on reste sur un exemple simple de l'alcool, une personne qui va aller se battre avec d'autres personnes ou encore prendre sa voiture et pouvoir potentiellement créer un accident, c'est sûr que ça peut représenter un danger de l'ordre. Dernière question, est-ce que c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue? Alors, si on prend l'exemple du cannabis, la tranche d'âge de personnes qui consomment le plus cette substance va de 18 à 64 ans, avec, quand j'avais regardé les chiffres, 15% de consommateurs hommes réguliers et 7% de consommatrices femmes régulières, ce qui est quand même assez important à l'échelle de la population. Après, les jeunes très jeunes, pas forcément plus au final, vu qu'on a pu justement regrouper toutes ces tranches d'âge pour aller de 18 à 64 ans. À partir de quand considérez-vous quelqu'un est addict? Alors ça, c'est comme on l'a dit juste avant. Pour être considéré comme addict à quelque chose, on se réfère sur le DSM-5. Les praticiens vont se référer sur ce document pour pouvoir cibler le nombre de critères à laquelle la personne semble avoir répondu oui, et donc déterminer si elle est addicte ou non à cette substance. Pourquoi ne faut-il pas fumer, d'après vous? Alors, c'est plus ou moins ce qu'on évoquait au préalable. Fumer, que ce soit uniquement de la nicotine ou autre chose, ça va induire une sensation de bien-être, de plaisir qui est assez brève, qui va avoir lieu au moment où tu fumes ta cigarette. Par contre, cette sensation va très vite disparaître et pour compenser à ça, en général, les consommateurs vont avoir tendance à consommer de plus en plus, essentiellement dû à un phénomène d'habituation. En fait, tu vas devoir toujours compenser le fait que tu aies de plus en plus envie de toujours consommer plus. Donc déjà à ce niveau, au niveau du système nerveux,
tu peux très facilement tomber dans l'addiction. Après, au niveau périphérique, sur tous les autres organes, il y a aussi de gros impacts, que ce soit dans le développement, par exemple, de cancer du poumon ou même autre, de maladies cardiovasculaires, ce genre de choses. En fait, fumer, ça impacte tout. Quel est l'élément qui déclenche le plus souvent l'addiction aux drogues ? Alors, il y a énormément de facteurs qui peuvent déclencher une addiction. Ça peut être, ce qui est très important, ça va être l'environnement dans lequel se trouve la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une personne qui va avoir vécu un traumatisme, que ce soit la perte d'un proche, une rupture sentimentale qui s'est très mal passée, à ce moment-là, elle peut avoir besoin de trouver refuge, de s'évader de cette situation et donc commencer à consommer et pouvoir potentiellement perdre le contrôle de cette consommation et donc devenir addict. Et donc ça, c'est l'environnement qui est très important. Ça peut être aussi les fréquentations de la personne. Si la personne fréquente un groupe qui va la pousser à la consommation, qui va même valoriser cette prise de risque, cette consommation, ça peut pousser les gens à consommer. Donc c'est l'environnement dans lequel se trouve la personne à ce moment-là qui va avoir un gros impact. Mais aussi, une autre phase qui est très importante, c'est que on n'est pas tous égaux face à l'addiction. Et individuellement, on peut réagir de façon différente, et ça de façon physiologique, biologique. On ne réagit pas tous pareil, on peut avoir des prédispositions qui sont plus ou moins importantes. Ok. On a fini. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci d'être rendu disponible pour notre podcast. Pardon. Pas de souci, merci. Bonjour, quelle est votre définition de la drogue ? Dangereux pour la santé. C'est de l'addiction, parfois ça peut aider et parfois ça peut faire du mal. Voilà. La drogue ? Oui, la drogue. Qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est une saloperie. C'est quoi la drogue du coup pour vous ? Pour moi, la drogue du coup c'est quelque chose à quoi on est accro. Donc ça peut être une drogue dure, quelque chose qu'on prend. Ça peut être une drogue comme la dépendance aux jeux vidéo. Ça peut être quelque chose en fait qu'on est dépendant et qu'on a du mal à s'en défaire. Je m'attendais pas à ça. La drogue ? Oui, la drogue. C'est dangereux, c'est addictif, c'est mauvais. C'est quoi la définition de la drogue pour toi ? Je sais pas. C'est Marine Le Pen. Quelle est votre définition de la drogue ? Poison. Pas faux. Pas faux. Oui, poison aussi. Est-ce que la drogue est un danger pour vous ? Oui, clairement. Ouais. Pour moi, personnellement, pas. Mais pour les autres, oui. Pas pour moi, j'en prends pas. Pour ceux qui en mais prennent, pour la oui. société, tout court, oui. Ouais. Tu consommes de la drogue ? Non. Tu consommes de la drogue ? Moi, je touche pas à ça, moi. On sait jamais. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui se droguent ? Ils sont des malades. Oui. Ah bah oui. C'est totalement vrai. Comment vous pensez qu'ils pourraient arrêter ? On peut faire un truc, un traitement. Traitement ? Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Bonne continuation. Quelle est votre définition de la drogue ? Du poison. Bonjour, que pensez-vous de la drogue ? Qu'elle est bonne. Est-ce que la drogue est un danger pour vous ? Ouais. Ok. Est-ce que la drogue est un danger pour vous ? Pour la société, oui. Et du coup, pour moi aussi, ouais. Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue ? Je dirais que c'est mixte parce qu'il y a des jeunes et des plus âgés qui en consomment, donc voilà. Ok. Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue ? Pas forcément, non. Il y a des gens, des adultes, des personnes plus ou moins âgées, mais ça se voit moins que chez les jeunes en fait. Mais c'est forcément, je pense pas que c'est les jeunes. Okay. Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue ? Non, pas forcément. J'en vois qui sont pas très jeunes et qui consomment pas mal. Là-dessus, je dois aller prendre le tram. Êtes-vous pour ou contre la drogue et pourquoi ? Alors, je suis contre la drogue. Si maintenant mes enfants viendraient à vouloir commencer à fumer de la drogue, je préfère que je sois au courant et qu'on fasse ça ensemble qu'ils le fassent derrière mon dos. Contre. Êtes-vous pour ou contre la drogue et pourquoi ? Je suis contre la drogue parce que ça pourrit les cerveaux, ça pourrit la vie des gens. Et quand ça pourrit la vie d'une personne, de celle qui consomme, ça pourrit aussi la vie de son entourage. Donc plusieurs vies éclatent, quoi. Donc c'est nul. Okay. Connaissez-vous quelqu'un qui consomme de la drogue ? Si oui, y a-t-il eu des changements chez cette personne ? Oui. Et les changements sont énormes.
les crises de nerfs, les crises de manque, l'état, on va dire, semi-végétatif. Plein de comportements qui changent, que cette personne était plutôt vivante et elle s'éteint à petit feu. Connaissez-vous quelqu'un qui consomme de la drogue? Si oui, y a-t-il eu des changements? Oui. Et oui, il y a eu beaucoup de changements. D'accord. Voilà. Bon ben voilà, c'était tout. Merci.